Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau tutoriel où on va voir comment mettre en place un environnement de pentest sur Android. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, donc, on va voir comment mettre en place un environnement Android dédié au pentest. Pour cela, je vais utiliser donc un device, un périphérique Android qui sera donc virtuel sur Android Studio. Pour le télécharger, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur developer.android.com/studio et de télécharger le logiciel. Et une fois que vous l'aurez téléchargé, il suffit de le lancer et d'aller dans les configurations de vos AVD, vos Android Virtual Device. Donc juste ici, on va dans Configure et AVD Manager pour Android Virtual Device Manager. Ici, on voit que j'ai deux devices qui sont déjà créés. Je vous conseille de toujours prendre un device qui n'a pas la petite icône du Play Store, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le Play Store qui sera inclus dans l'image de votre device. Mais de cette façon-là, vous aurez les droits de router le périphérique. Alors que si vous avez l'icône du Play Store, vous n'aurez pas le droit. Donc, vous faites simplement Create Virtual Device. Ici, on choisit dans la liste celui qui nous convient. Personnellement, j'ai pris, je crois, un Pixel 3 XL. Et une fois que je fais Next, ici, je vais prendre la version Nougat, puisque la toute dernière version n'est pas encore routable. Donc, la version Nougat. Et ici, je vais lui donner un joli petit nom. Je choisis ici, je mets mon périphérique en mode portrait ou en landscape. Et ensuite, je peux avoir un peu plus d'options qui vont pas forcément ici nous intéresser, à part peut-être le cold boot. Qui va nous permettre de, à chaque arrêt et redémarrage du périphérique, de vraiment faire un redémarrage complet et pas juste une sauvegarde de l'état en cours pour ensuite le sortir d'un mode hibernation en fait. Grâce à Android Studio, on va principalement se servir de deux outils qui sont ADB et Emulator. Emulator, comme son nom l'indique, permet d'émuler donc nos périphériques et ADB permet de communiquer avec eux via une interface en ligne de commande. Pour cela, il faut que ces deux outils soient renseignés dans vos variables d'environnement système, donc la variable pass. Donc pour cela, je vais dans le panneau de config, dans système et sécurité, système, paramètres système avancé. Et ici, je vais modifier les variables d'environnement. Je vais choisir donc ici la variable pass. Et là, attention, je vais faire modifier et ensuite nouveau. Ce qui va m'intéresser chez moi, c'est ces deux chemins ici, donc qui se trouvent dans AppData. Donc si j'ouvre un nouvel explorateur de fichiers, je me déplace dans AppData et je vais aller dans Local, ensuite Android, SDK et à partir de là, donc dans Platform Tools, on va avoir donc notre ADB. Et ensuite, dans Emulator, on va avoir notre emulator.exe. Donc ces deux fichiers doivent apparaître ici dans notre variable d'environnement pass pour pouvoir ensuite, à partir d'un shell Windows, exécuter ADB et Emulator. Donc dans un premier temps, je vais m'assurer que le service ADB est bien lancé. Pour cela, je fais un ADB kill server pour killer s'il y a une instance en cours d'exécution. Et un start server pour lancer donc notre démon. Ici on voit daemon not running, starting successfully, donc sur le port 5037. Ensuite je vais pouvoir lancer un device, émuler un device. Je vais donc utiliser Emulator avec liste AVDS pour voir les périphériques disponibles. Donc on a notre Pixel 2 API 30, donc c'est l'image avec le Play Store dont on ne va pas se servir ici. Mon Pixel Proc que j'utilise régulièrement pour mes pentests Android et Pixel YouTube donc qu'on vient de créer qui est tout neuf. Donc Emulator, ensuite je vais lui spécifier -avd Pixel YouTube pour lui spécifier le device à émuler. Je vais utiliser un -writable system pour lui spécifier que la partition système de mon device doit être accessible en écriture. -no snapshot load pour lui spécifier que je ne veux pas d'état d'hibernation lorsque je vais éteindre mon device. C'est l'équivalent donc du cold boot. -QEMU, donc c'est QEMU ici qui fait la virtualisation de mon device. Je vais attendre quelques secondes et on va voir que mon périphérique démarre correctement. Une fois que donc mon device est activé, je peux faire un ADB
root pour passer donc en route sur le device et un ADB remount pour remonter donc la partition système en écriture. Si je fais à présent un ADB shell, si je fais un whoami, je suis bien en route sur notre périphérique Android. Je vais dans un premier temps installer l'application SuperSU qui permet donc d'avoir une vision globale, de savoir si mon périphérique est routé et de pouvoir gérer donc les permissions, les demandes de permission pour l'accès root. Pour cela donc il suffit d'aller sur supersu.org et ensuite de cliquer sur Download SuperSU. Ça vous téléchargera un APK que j'ai donc déjà téléchargé ici qui se trouve dans c2.adb. Donc ici je sors de mon device, je vais faire un cd c2.adb. Si je fais un ls, on voit que j'ai bien mon SuperSU APK. Donc je vais faire un ADB install supersu.apk. Ici j'attends quelques secondes et je vois que l'install s'est correctement déroulé et donc j'ai bien mon application SuperSU qui est installée donc sur mon device. Root undetected, donc pour le moment on n'a toujours pas routé notre périphérique. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Une fois SuperSU installé, je vais modifier le binaire SU qui se trouve en /system/xbin sur mon device. Pour cela, je vais utiliser une version modifiée de SU qui a été fournie par l'utilisateur Ibuprofen du forum de développeurs XDA qui est assez réputé justement dans le monde du root Android. Donc je vais utiliser la bêta SuperSU v2.44, donc que j'ai déjà téléchargé ici. À l'intérieur, pour notre version, donc chez nous x86, on retrouve donc le binaire SU. Donc je vais utiliser la commande ADB pour effectuer un push pour envoyer donc notre binaire SU en /system/xbin/su. Ici, OneFile pushed, donc l'objet a bien été envoyé sur notre Android. Et donc si je fais un ADB shell, cd /system/xbin, si je fais un ls-l, j'ai bien notre fichier SU qui se trouve juste ici. Je vais donc modifier les perms sur le fichier avec un chmod 0755 sur SU. SetEnforce 0. J'ai fait un setEnforce 0 pour retirer les protections du noyau SE Linux. Et ensuite, je vais pouvoir faire un SU -- install pour exécuter donc notre binaire modifié. SU -- daemon esperluette pour le lancer en background. Et à partir de là, si je relance donc notre fichier SuperSU, ici, the SU binaries need to be updated, continue. SuperSU, I have a custom recovery, etc. Would you like to install the SU binary? Je vais choisir le mode normal. J'attends quelques secondes et ensuite je vais pouvoir vérifier que mon téléphone, mon device est routé avec l'application Root Checker. Root Checker, c'est pareil, vous pouvez la télécharger. Donc là, il me dit installation successful. Je vais simplement faire OK. Ici, j'ai téléchargé déjà rootchecker.apk. Donc si je fais un exit, je vais pouvoir faire un ADB install rootchecker.apk. J'attends quelques secondes que l'installation se termine. Et ici, sur notre device Android, je vais lancer donc rootchecker, donc qui vient d'être installé avec la commande ADB. Je fais un ogri, close window, ogri, voilà. Verify root status. Alors vu que c'est le premier lancement, il nous embête. Verify root. Ici, j'attends quelques secondes. J'ai une demande donc de grant permission par le binaire SuperSU. Congratulations, root access is properly installed on this device. On a réussi donc à router notre device Android. Et on va pouvoir donc à présent l'utiliser pour du pentest Android. Pourquoi c'est important d'avoir un device routé? Eh bien tout simplement, on le verra donc dans les prochains épisodes, notamment quand on veut utiliser Burp pour pouvoir faire de la proxification de requêtes afin de pouvoir récupérer donc les requêtes qui sont envoyées par exemple par des applications ou autres. Lorsque vous naviguez sur Internet, vous pouvez donc proxifier vos requêtes et les récupérer dans Burp. En HTTP, ça fonctionne très bien. En HTTPS, il suffit d'installer le certificat de Burp dans les autorités racines de confiance de votre Android et ainsi, dans une navigation Internet sur de l'HTTPS, vous pourrez récupérer les requêtes également dans Burp. Là où ça coince, c'est dans les applications. La plupart des applications aujourd'hui intègrent une protection qu'on appelle le SSL pinning. En fait, ce que ça inclut, c'est que notre application va se connecter en HTTPS à un serveur.
Ce serveur, il a donc une clé publique, une clé privée pour pouvoir chiffrer sa connexion en HTTPS. Et en fait, cette clé, donc on a la clé publique ou alors le certificat public qui va être directement intégré dans notre application. Et donc, si notre application va essayer de se connecter au serveur en HTTPS, si la clé publique ou alors le certificat public qui lui est envoyé ne correspond pas à celui qui est intégré dans l'application, eh bien la communication ne va pas se faire, on aura une erreur bad certificate et on n'aura plus de communication. Bref, c'est ce qu'on appelle du SSL pinning et grâce donc à des logiciels qu'on va pouvoir installer vu que notre device est routé comme Frida par exemple, eh bien on pourra bypasser cette protection et pouvoir avoir les requêtes des applications installées sur notre Android. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai également un blog, les tutos de processus.fr, le lien est en description de cette vidéo également, ainsi que tous les liens que j'ai présentés et tous les outils que j'ai présentés dans cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et d'ici là, portez-vous bien.